Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de Threat Intelligence avec Thibaut Meyer. Bonjour Thibaut. Bonjour Johan. Et David Grou. Bonjour David. Bonjour. Pour discuter avec eux, le contributeur No Limite Sécu est Nicolas Ruff. Bonjour. Alors, Thibaut, David, est-ce que vous voulez bien vous présenter ? Donc Thibaut Meyer, moi je travaille côté Google Cloud dans la cybersécurité. Mon rôle, le rôle de notre équipe est d'accompagner les clients qui basculent dans le cloud pour les aider à redéfinir leur stratégie de cybersécurité. Qu'est-ce qu'ils doivent repenser dans un cloud public pour vraiment tirer bénéfice des technologies cloud sur leur niveau de sécurité. David ? Donc pour ma part David, moi je travaille dans la cybersécu depuis à peu près une vingtaine d'années. Je suis dans l'entité Mandiant qui a été rachetée il y a un an par Google, donc sur la partie aussi Google Cloud Security, et je m'occupe plus particulièrement des équipes techniques sur une grande zone de l'Europe, plutôt en réponse à incidents, en threat intel qui est le sujet du jour, et puis d'autres sujets de sécurité. Alors, la threat intel, qu'est-ce que c'est ? Et surtout, on va faire un petit peu de terminologie en préambule. Quels sont les termes qu'il est important de connaître quand on évoque ce sujet ? Alors, je pense que les thèmes, donc c'est important d'en connaître quelques-uns parce qu'on aime bien manger des acronymes et donner beaucoup d'acronymes. Donc, déjà, la threat intel, si on le traduit en bon français, on devrait être dans une idée de renseignement cyber. Donc, l'idée, c'est d'avoir du renseignement pour mieux comprendre les attaquants, leur méthodologie, leur technique, leur profil, la manière dont ils opèrent. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, le cœur de métier. On reviendra un peu dans le détail de tout ça, mais c'est un peu le cœur de métier. Et après, les acronymes qu'on va utiliser très régulièrement vont être, alors techniquement, on va parler d'IOC. En français, on parle aussi beaucoup de marqueurs. Quand on est assujetti à l'ANSSI ou autre, on a cette notion de marqueur, donc indicateur de compromission ou indicator of compromise si on est en anglais. On va aussi parler pas mal de TTP, de Techniques, Tools and Procedures ou Tactics, Tools and Procedures, donc les techniques et les outils utilisés par les attaquants. Ça, je dirais que c'est les deux acronymes les plus courants. Et puis, dans le discours qu'on va avoir aujourd'hui, la discussion qu'on va avoir aujourd'hui, on risque de parler à un moment de notion d'APT, donc les Advanced Persistent Threat ou menaces persistantes avancées en français, qui sont plutôt les acteurs étatiques de la malveillance. Donc on reviendra sur tout ça. Et les acteurs FIN pour Financial Motivated, qui sont plutôt les cybercriminels à volonté financière. Je pense que déjà, quand on a ce début de vocabulaire, on est plutôt pas mal. Et il va rester un dernier élément que je balaye très rapidement là pour les gens qui nous écoutent, qui est la threat intel stratégique, opérationnelle et tactique. On reviendra là-dessus, mais globalement, l'idée, c'est on n'utilise pas la threat intel au même niveau, de la même manière et pour les mêmes besoins avec les mêmes personnes. Et donc, on va découper le type de threat intel qu'on peut avoir en threat intel stratégique, opérationnel ou tactique. Avec ces éléments-là, je pense qu'on a quelques clés de lecture de la discussion qu'on va avoir. Alors, si on revient justement sur le premier point que tu as évoqué, un IOC, qu'est-ce que c'est précisément ? Donc, un IOC, c'est un élément technique qui permet d'identifier une source ou une malveillance. Donc la plupart du temps, quand on parle dans la threat intel et dans le renseignement d'IOC, on va plutôt être orienté sur des signatures de fichiers, donc des files hash, on va être sur des URL, sur des domaines, sur des DNS, sur des IP. Donc c'est vraiment ces éléments techniques qui permettent d'identifier. Donc c'est pour ça qu'en français, la traduction marqueur marche plutôt bien. On a quelque chose qui marque un élément, donc un attaquant qui va utiliser un command and control ou qui va utiliser des URL spécifiques pour relayer son code malveillant. C'est cet élément technique qu'on va appeler l'IOC ou le marqueur. Et à quoi ça sert ? Alors ça va servir à différentes choses, on le verra dans la discussion sur l'opérationnalisation du renseignement et de la threat intel. Ça peut servir aussi bien en détection. Si je sais quels sont les éléments techniques utilisés par un attaquant, je peux détecter cet attaquant au moment où il essaye de pénétrer mon réseau. Ça peut servir aussi en analyse et en recherche, dans ce qu'on va appeler très couramment en anglo-saxon le hunting, aller à la recherche active de traces de présence d'attaquants. J'ai des données, des logs de plusieurs semaines, plusieurs mois, et je vais aller regarder si je trouve des traces de marqueurs utilisés. Donc si je fais un peu un parallèle avec la vie de tous les jours, c'est un peu de la trace ADN de mon malfaiteur que je vais aller rechercher. Donc c'est vraiment comme ça qu'on va utiliser les éléments. Et puis la dernière utilisation, qui n'est peut-être pas la dernière, mais qui est la dernière qui me vient en tête maintenant, c'est la contextualisation d'événements.
j'ai un événement de sécurité qui apparaît sur mon réseau ou qui est détecté par un SOC interne ou externe, j'ai un certain nombre de marqueurs techniques. Je sais que l'attaquant a utilisé tel IP, tel domaine, tel tooling. Est-ce que je peux utiliser ces éléments-là pour attribuer ou contextualiser mon attaquant et qui est en face de moi? J'ai entendu dire qu'il y avait les bons marqueurs et les mauvais marqueurs. N'importe qui peut se connecter à une instance MIPS et recevoir des centaines de millions de marqueurs par jour, mais le jour où quelqu'un flag PowerShell.exe comme un utilitaire malveillant et que tu le blacklistes automatiquement sur tout ton parc, ça va mal se passer. Donc, qu'est-ce qui fait la différence entre un bon marqueur et un mauvais marqueur ? Alors, la différence entre un bon marqueur et un mauvais marqueur, en fait, c'est déjà sa durée de vie dans le temps, parce que comme tu le disais, il y a des éléments qui sont très communs ou qui ont des durées de vie très courtes ou très longues, ou quelqu'un qui va utiliser une adresse IP qui est déjà utilisée aussi pour des choses, on va dire, bienveillantes. Donc déjà, de pouvoir gérer correctement la périodicité, la durée de vie. Et puis un marqueur, normalement, on ne l'utilise pas vraiment de manière unitaire pure. Il est contextualisé avec un ensemble de marqueurs pour monter à un niveau de TTP, dont on parlait en introduction, les techniques, les outils et les procédures utilisées. Et donc on est rarement dans du marqueur isolé. Ça peut être le cas sur certains codes malveillants bien particuliers qui auraient été designés par des attaquants spécifiques ou des IP vraiment bien particulières. Mais on essaye, en tout cas chez nous, chez Mandiant et Google, la plupart du temps, on essaye de mettre un scoring à nos marqueurs. Donc on utilise en fait un threat scoring qui permet de notifier nos marqueurs de 1 à 100 avec un niveau de pertinence et de sévérité qui, plus tu es proche de 100, plus on est dans une garantie d'avoir quelque chose qui est assez unique et qui mérite une investigation poussée. Plus tu es proche, ou en tout cas en deçà des 50, plus on est potentiellement sur du tooling un peu utilisé à foison et qui peut avoir une notion de faux positif et sur lequel on ne peut pas prendre juste le hit de ce marqueur-là comme étant un fait méritant une investigation. Mais ces marqueurs, j'y accède comment ? C'est disponible uniquement si je suis client d'un Google Cloud ou si je suis client Chronicle ou des choses comme ça ? Ou si vous partagez par exemple via des certs, des choses comme ça ? Alors en fait, on fait les deux. On a une partie des marqueurs qu'on va partager en source ouverte. Donc on a des marqueurs qui vont être disponibles à travers des blogs, à travers des documents papier, à travers des fois même des choses sur GitHub qu'on va mettre à dispo. Donc on a une partie de marqueurs qui peuvent être mis à disposition de manière ouverte, on va dire. Mais pas sous forme d'images dans des fichiers PDF, non, j'espère. Pas d'images, c'est pas nous ça. Mais je ne peux pas citer. Mais donc non, on va les donner dans un format qui est normalement consommable. Donc plutôt une orientation de type Stix ou JSON. Donc on n'a pas parlé de ces acronymes-là, mais on est sur des formats d'utilisation du partage de la donnée en termes de threat intel. Donc on va plutôt donner sous ces formats-là. Et puis après, on a toute une partie de souscription là qui sont payantes. Donc on a un certain nombre de clients en France, à l'étranger, un peu partout dans le monde, qui vont souscrire à des feeds de récupération d'indicateurs et de marqueurs et qui eux vont avoir accès à de la donnée qui est pas encore en source ouverte. Ce qui fait peut-être aussi la qualité d'un IOC, c'est la façon dont il est récolté. Est-ce que ça, c'est un critère important ? Oui, c'est un critère qui est assez discriminant en fait de savoir où est-ce qu'on a récolté l'IOC et comment il a été récolté. Typiquement pour nous, on va travailler sur différents critères. On va utiliser des IOC qu'on peut trouver à disposition en OSINT, donc en Open Source Intel. Donc là, le niveau, on va dire, de crédibilité n'est pas toujours le même parce que il peut y avoir, si je me permets l'expression, un peu à boire et à manger dans ce qui a été stocké ou ce qui a été donné à disposition. Ensuite, on va avoir les IOC surtout, et c'est ceux qui ont le plus de valeur pour nous par rapport à nos activités, c'est ceux qu'on va récolter sur le terrain. Donc sur le terrain des victimes. Donc on fait à peu près pour notre activité à nous 1800 réponses à incidents par an sur la planète, sur un peu tout type de cas, que ce soit des ransomware, que ce soit des cas plutôt étatiques. Et en fait, les indicateurs qu'on va récupérer à ces endroits-là ont automatiquement une notation de crédibilité, de sévérité qui est beaucoup plus élevée, puisqu'on a pu les confirmer et les valider directement sur le terrain, sur une victime qui a été attaquée. Et la plus grosse base de malware IOC, ou je ne sais pas comment il faut l'appeler, du monde, c'est VirusTotal. Comment vous intégrez avec ? Alors, on travaille de plus en plus en fait aujourd'hui avec VirusTotal. Donc on a des intégrations croisées entre les deux plateformes. Donc aujourd'hui, les clients de l'un peuvent être clients de l'autre et vice-versa. On contextualise les éléments entre nos deux savoir-faire. Donc typiquement, si moi j'ai de mon côté Mandiant un malware, prenons un malware à titre d'exemple XYZ, un plugX pour citer quelque chose qui me vient en tête comme ça, on va avoir une contextualisation automatique de tout ce qui pourrait être peu ou prou se rapprochant du côté VT
Donc pour nos clients qui ont les deux types d'approches, ils vont gagner cette contextualisation. Et puis après, on a tout ce qui est un petit peu le back-end, ce qu'on ne voit pas, ce que les gens ne voient pas, c'est le travail en commun, notamment sur tout ce qui est détection à travers des règles Yara, du rétro-hunting Yara. Donc aujourd'hui, on est capable de travailler communément entre les deux équipes pour que lorsqu'on mène des investigations ou lorsqu'on trouve des indicateurs ou des marqueurs, on puisse essayer d'aller rechercher dans un historique en travaillant avec le zoo. Tel qu'il est appelé chez Virus Total, donc le zoo de tout ce qui existe. Donc on a vraiment cette synergie qui se fait de plus en plus entre les deux plateformes. Tu peux expliciter rapidement le concept des règles Yara ? Ouais, les concepts des règles Yara, donc pour le faire de manière très simple, c'est vraiment l'idée d'avoir un langage qui permet d'avoir un niveau d'extrapolation de ce qu'on recherche et donc d'aller rechercher des traces ou des fichiers qui se ressemblent ou des mécanismes d'utilisation qui se ressemblent. Donc typiquement, lorsqu'on va avoir un code malveillant, on va être capable de le décrire dans son mode de fonctionnement et ensuite d'aller créer une règle qui va dire je veux chercher tout ce qui aurait peu ou prou les mêmes éléments, et les éléments ça peut être plein d'éléments X, Y, Z que je mets en place, et donc ça me permet d'essayer de retrouver des patterns identiques et d'essayer de regrouper des familles ou des campagnes d'attaque, parce que c'est aussi un intérêt qu'on peut avoir à avoir un élément sur une victime à l'instant T et d'essayer de le contextualiser avec une campagne beaucoup plus large sur une géographie, sur une verticale de métier ou des choses comme ça. Donc les règles Yara nous permettent en fait cette extrapolation et cette recherche à l'intérieur de la base d'éléments. Google est aussi connu pour des équipes comme Project Zero ou TAG, Threat Analysis Group, qui sortent des documents régulièrement dans Citizen Lab ou autre, enfin en partenariat avec Citizen Lab. Est-ce que vous travaillez aussi avec ce type d'équipe d'IOC ? Comment vous échangez avec eux ? Donc la réponse est oui, je laisserai Thibaut aussi rajouter là-dessus, parce que je sais qu'il est impliqué sur ces discussions-là, mais la réponse simple aujourd'hui, c'est oui. On a la volonté en interne de travailler le plus possible entre les différents groupes et de partager l'information entre les différents groupes. On a sorti notamment, par exemple, un rapport qui s'appelait Fog of the War sur l'Ukraine, qu'on a travaillé conjointement avec la TAG Team et la Team Mendiant. Et donc aujourd'hui, on a tout intérêt et volonté à partager les informations. Oui, justement, enfin, l'équipe TAG était l'équipe historique un petit peu de recherche de Threat Intel côté Google. Ça, voilà, on a changé d'échelle avec l'acquisition de Mendiant, mais en effet, l'objectif est bien que ces deux équipes collaborent, partagent de l'information et en effet publient des rapports communs, comme celui sur l'Ukraine. Surtout que TAG a pris un peu un virage lutte contre la désinformation, protection des élections, etc. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui vous intéresse ou vous êtes plutôt vous restez dans un domaine technique Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes contacté sur des enjeux sociétaux type lutte contre la désinformation, qui est quand même on va dire dans la guerre en Ukraine, c'est quand même une des choses qui est arrivée principalement tout ce qui est deepfake. Il y a eu un deepfake de Zelensky, etc. quoi. Donc la réponse, encore une fois, c'est oui. On travaille beaucoup sur la partie des informations. On le faisait déjà même avant l'acquisition par Google. On avait déjà publié énormément de choses. On travaillait et on travaille toujours avec beaucoup d'acteurs des réseaux sociaux pour pouvoir démanteler ou disrupter, comme on dit souvent, les campagnes de désinformation. Donc ça fait partie entière de notre approche de la Threat Intel. On a des équipes dédiées d'ailleurs. Hein. J'ai un de mes collègues aux US, John Hulquist, qui communique très régulièrement sur les sujets de désinformation. Et comme tu le disais, c'est un des éléments qu'on voit aujourd'hui les plus utilisés, notamment dans les contextes géopolitiques. Et on a aujourd'hui des équipes qui ne travaillent que sur cette partie-là. Et on travaille conjointement entre les différents groupes à l'intérieur de Google pour trouver les bonnes synergies sur la partie des informations. Et je dirais c'est aussi un peu le sens de l'histoire. On voit que même les régulateurs sont de plus en plus attentifs à ces enjeux de désinformation, avec des nouveaux règlements qui arrivent. Voilà, un intérêt sur cette partie-là. Du coup, il faut glisser vers la question obligatoire, deepfake, IA. Est-ce qu'aujourd'hui vous voyez des attaques basées sur l'IA, ou est-ce que c'est quelque chose, un domaine de recherche sur lequel vous allez travailler ? Est-ce que vous êtes intéressé par exemple par trouver automatiquement des malwares dont le code source aurait été généré par une IA ou ce genre de choses ? Donc les deux, mon capitaine. Aujourd'hui, on a premièrement, on voit clairement une utilisation de l'IA potentielle sur notamment plutôt deepfake, deep voice, manipulation de données. Donc on est plutôt dans cette notion de désinformation, même si on a vu aussi quelques groupes qui ont commencé à utiliser l'IA pour deux cas d'usage particuliers. Le premier qui est l'automatisation de leur capacité, donc d'essayer d'améliorer leur code malveillant ou d'améliorer leur campagne de phishing multilingue. Donc ça, c'est des choses qu'on a déjà vues. Et on a eu un cas d'un groupe APT où on a observé que le groupe avait utilisé une IA
On ne sait pas exactement pourquoi. On présume que c'était peut-être pour trouver de l'information sur sa victime, donc plutôt dans la phase de reconnaissance d'utilisation. Donc ça, c'est le premier angle sur lequel on voit des choses. Et sur la deuxième partie, et je laisserai Thibaut aussi rajouter des choses là-dessus, parce que je sais qu'on travaille ensemble là-dessus, mais on travaille aussi beaucoup sur la protection et la mise en place de frameworks de protection des environnements de développement IA, donc plutôt des règles de gouvernance ou de bonnes pratiques, et aussi du red teaming d'IA, qui est quelque chose qu'on commence à avoir de plus en plus venir de la part de nos clients qui nous demandent de solliciter, de tester les plateformes qu'ils mettraient en production. Donc ça, c'est des sujets qui sont assez, on va dire, du quotidien aujourd'hui. Et de toute façon, si on ne parle pas d'IA, on est un peu has-been, donc on est obligé d'en parler à un moment ou à un autre, sinon c'est pas bien. Ouais, sur l'IA, j'ajouterai un mot là sur sur le premier point. Tout comme l'IA peut maintenant aider les équipes de défense, les équipes d'analystes à travailler plus efficacement, plus rapidement, c'est pareil côté attaquant. Ça peut leur servir à passer à l'échelle. Citer la traduction automatique, voilà, la génération de phishing en plus grande quantité. Donc voilà, ils passent à l'échelle. Et en effet, sur le deuxième point, on a souvent les questions. Alors, on a la question comment l'IA va modifier un petit peu le paysage de la menace, comment l'IA peut être intégrée dans les outils, mais aussi comment, lorsque je veux déployer une solution d'IA, je peux le faire de manière sûre. Et donc, c'est là où on a développé ce cadre, le SAIF, de cadre de sécurité pour mettre en place une solution d'IA. Et peut-être pour ajouter par rapport à ça, donc SAIF, moi je continue la partie lexicale, c'est mon job aujourd'hui, donc le Secure Artificial Intelligence Framework, donc l'idée vraiment d'avoir des guidelines et des bonnes pratiques sur la mise en place de l'ensemble de son environnement d'IA. Donc ça c'est vraiment un point qui est important pour nous et sur lequel on axe aussi nos analyses. Et on a publié un blog il n'y a pas très longtemps aussi sur lequel on montrait comment nous on pouvait servir de l'IA pour passer à l'échelle. On parlait il y a quelques minutes des règles Yara. Tout le monde n'est pas Yara niveau 4, ceinture noire et parle couramment le Yara. On utilise même en interne des capacités de type Generative AI pour nous aider à aller plus vite dans le développement de ce type de règles. On a un analyste qui est extrêmement bon dans sa notion d'investigation forensique. Il est peut-être moins bon dans le développement des règles, ou peut-être que c'est juste pas de la bonne utilisation de son temps. Aujourd'hui, il peut gagner du temps en utilisant de la Gen AI, donc on le voit des deux côtés, du côté défenseur, du côté attaquant, ça peut avoir beaucoup d'avantages. Alors Thibaut, comment est-ce qu'on met en œuvre ces IOC? Comment est-ce qu'on actionne tout ça? Alors d'abord, il faut comprendre pourquoi on a besoin de cette Threat Intel lorsqu'on est une équipe sécurité, lorsqu'on opère un SOC. Aujourd'hui, les analystes SOC sont souvent noyés sur le flot d'informations qu'ils ont. Ils ont énormément d'événements à traiter. Énormément d'alertes, ça clignote de partout. Et l'un des enjeux, c'est arriver à contextualiser et à prioriser les différents événements qui leur arrivent, qui leur tombent dessus. Alors bien sûr, on peut contextualiser, prioriser avec, en fonction de ses actifs, en fonction de ses versions de logiciels qu'on a, en fonction de tout ça, mais également en fonction de la Threat Intel pour savoir si ou pas on est une cible particulière d'un groupe d'attaquants, si on risque, lorsque l'on a détecté un des marqueurs dont parlait David, si on risque d'être sujet à une attaque particulière et du coup monter en termes de priorité cette alerte-là par rapport à une autre pour pouvoir la traiter plus efficacement. Donc on a parlé de cette contextualisation. Il y a quelque chose chez nous, on croit beaucoup dans la détection, c'est l'automatisation. On parlait de feed, de ces fameuses sources de Threat Intel. C'est important qu'elles puissent être intégrées automatiquement dans les outils. Le temps d'analyste est précieux. Souvent dans les équipes, on manque de ressources. Donc il faut que toutes ces données, toutes ces informations puissent être intégrées directement dans la collecte des logs, dans l'agrégation, dans ces tableaux de bord, pour pouvoir libérer du temps aux analystes pour qu'ils puissent vraiment faire des tâches à valeur ajoutée. Est-ce que c'est le rôle d'un SIEM, ça ou Alors, plus largement, oui, c'est le rôle d'outils de type SIEM, de pouvoir accueillir ces feeds, ces sources de Threat Intel, et pouvoir contextualiser l'information et vraiment la mettre au bon niveau en termes de priorité et de criticité. En fait, je pense aussi ce qui est important à bien garder en tête, c'est que tous les clients ne sont pas égaux face à la Threat Intel et à son utilisation. C'est-à-dire que quelqu'un qui va travailler dans un domaine ultra précis, militaire, avec énormément de ressources, va sûrement utiliser la Threat Intel de manière différente qu'une verticale de métier différente pour qui l'IT n'est qu'un support à la production.
Et donc ça c'est aussi important parce que l'industrialisation et l'automatisation permet de répondre à tous ces cas d'usage. Il y a des cas d'usage où on a des équipes face à nous de threat intel analystes avec des entreprises avec lesquelles on travaille où il y a 20-25 personnes qui travaillent à la threat intel et puis d'autres qui nous disent on a une demi-personne qui passe un peu de temps quand elle peut pour faire de la threat intel. Donc l'automatisation et l'industrialisation, c'est vraiment un élément clé pour répondre à l'ensemble du besoin du marché. Et tout comme sur la partie threat hunting dont on a parlé, donc voilà tout ce qui va venir hors process classique de détection lorsqu'on va chercher une menace précise avec les marqueurs. Là aussi, ça dépend un petit peu du niveau de maturité des équipes d'analystes. Voilà, est-ce qu'ils ont le temps de s'y pencher ou pas? Et donc voilà, une utilisation encore un petit peu aussi différente de cette threat intel. Et pour les clients un peu plus matures, et je ne porte pas de jugement sur le sujet, mais en termes de maturité d'utilisation du renseignement, là on a parlé beaucoup des éléments techniques, donc on est vraiment sur le côté marqueur. Il y a aussi pas mal de clients qui utilisent le renseignement et la threat intel à un niveau beaucoup plus stratégique. Comme le disait Thibaut tout à l'heure, on a la détection, mais on peut se dire aussi, si quelqu'un est venu taper à la porte 20 fois, et a été bloqué 20 fois, c'est qu'il a un intérêt à taper à ma porte. Donc automatiquement, je peux changer ma posture de sécurité en me disant que cet attaquant-là cherche à essayer de rentrer chez moi, même s'il n'a pas réussi jusqu'à maintenant. Et puis on travaille aussi pas mal avec des entreprises qui ont besoin d'avoir une visibilité cyber du contexte géographique ou géopolitique dans lequel ils travaillent. Si je reprends le cas dont on a parlé tout à l'heure du conflit en Ukraine, au moment où la guerre en Ukraine a éclaté, on a très bien vu qu'il y avait des conflits d'intérêts ou en tout cas des pressions existantes pour des entreprises européennes qui avaient des succursales en Russie par exemple ou directement des employés en Ukraine. Le fait d'avoir une visibilité de quel est le paysage de la menace cyber à l'instant T dans ces régions-là permet aussi de prendre des décisions stratégiques d'un point de vue IT, je parle vraiment uniquement d'un point de vue IT ou OT, industriel ou informatique plus classique, mais ça permet de savoir est-ce que je suis plus exposé, moins exposé, est-ce que si demain j'ouvre une succursale au Bénin ou en Australie dans le domaine minier, je prends que des choses au hasard, hein, vous avez remarqué, est-ce que ça peut avoir des impacts cyber dans mon organisation et est-ce que ça veut dire que je dois mettre des capacités différentes de ce que je mets dans d'autres pays avec d'autres approches? C'est tous ces éléments-là stratégiques aussi qui peuvent avoir de la valeur. Et ensuite, de cette analyse stratégique, on va en découler une analyse plus opérationnelle, plus tactique, justement en tombant sur ces marqueurs, en disant oui, je suis exposé, et comment je dois modifier, comment je dois ajuster ma posture de défense pour pouvoir répondre à ces menaces. Et est-ce qu'on voit de nouvelles pratiques émerger sur le plan opérationnel? Alors, la tendance qu'on voit, ce qu'on a déjà évoqué tout à l'heure, c'est l'automatisation. D'accord. C'est pouvoir avoir ces automatisations de feed pour gagner du temps et pour qu'elles soient plus précises. Nous, c'est essentiellement ça qu'on voit maintenant en termes de lorsqu'il y a un gain en maturité sur cette consommation de threat intel, pour pouvoir plus efficace et plus précis dans ces détections. Ouais, ce qu'on voit aussi pas mal, en fait, c'est l'utilisation et l'application de frameworks pour essayer d'industrialiser tout ça. Donc on parle beaucoup du Mitra Attack Framework, mais il n'y a pas que celui-ci, il y en a d'autres qui sont utilisés. Il y a des modèles qui existent. Donc on voit notamment pour les entreprises plutôt de grande taille la mise en place de ces processus de suivi de framework et d'utiliser ces schémas de gouvernance pour essayer de s'évaluer et de s'améliorer. Monitoring du dark web. Oui. J'ai vu que Google proposait un service à la Vibing Pwn où si ton mot de passe a été compromis Chrome, et qu'il est mémorisé dans Chrome va te le dire. Qu'est-ce que vous faites dans le domaine? Parce que Cambridge Forum a fermé, il y a beaucoup de journalistes qui se sont retrouvés aveugles. Est-ce que vous avez des techniques et des outils plus performants? Alors en fait, on a différentes offres à différents endroits du catalogue Google, donc je ne vais pas faire l'apanage de tout ce qu'on a parce que ça n'a aucun intérêt. Mais globalement, on va travailler sur un modèle qui peut se résumer, on va dire, en deux grandes phases. On a la collection, et donc on a des équipes aujourd'hui chez nous qui travaillent sur ce qu'on appelle la collection d'informations. Donc c'est d'aller collecter sur des forums, tu donnais Bridge Forum comme exemple, mais il y en a pléthore d'autres qui apparaissent et disparaissent et qui sont disponibles. Donc ces équipes-là en fait ont comme objectif de développer des technologies permettant d'intercepter, de récupérer les informations mises à disposition en semi-source ouverte. Donc c'est aussi par exemple le tracking d'info-stealers, les fameux éléments qui te volent les informations de credentials que tu peux avoir dans ton browser, internet, ton navigateur. Donc on va traquer en fait tous ces éléments-là. Il y a aussi tous les éléments qui nous permettent de récupérer de l'information directement pendant des investigations. Il est assez courant
qu'on tombe sur des dumps d'Active Directory, des informations sur lesquelles on a des credentials qui sont chiffrés ou non chiffrés, mais sur lesquels on a l'information disponible. Donc ça, c'est la phase de collection. Et ensuite, on a la phase de mise à disposition. Et là-dessus, on a une position qui est assez atypique par rapport à ce qui se fait sur le marché. On est très concerné, donc avec l'anglicisme concern, sur la privacy. Vraiment le fait de ne pas exposer tout et n'importe quoi. Et donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'endroits où on arrive à trouver plein de credentials exposés. Et nous, notre politique est de dire on va exposer uniquement de 2 manières spécifiques. La première qui est celle que tu as citée avec les browsers, navigateurs et autres, qui est une vérification. Donc c'est plutôt un oui-non, un yes-no question. Je rentre mon login ou mon mot de passe et on me dit attention, c'est déjà connu comme ayant leaké. Donc ça, c'est un premier élément. Et le deuxième élément, c'est de te montrer les credentials compromis uniquement si tu es propriétaire du domaine sur lequel tu es en train d'observer. Donc on a comme volonté de ne pas diffuser tout ce qu'on pourrait trouver tout le temps à grande échelle, tout simplement parce que ça pourrait être utilisé pour des raisons négatives. Et donc c'est pas ce qu'on souhaite faire. Donc on a des offres commerciales et non commerciales, donc embarquées dans des technologies nativement. Et ensuite on a une offre qui s'appelle Digital Threat Monitoring, qui est vraiment une offre commerciale de monitoring du dark web, sur lequel on va avoir ces approches de recherche de credentials. L'idée sous-jacente-là, c'est de prendre un petit peu les attaquants de vitesse et de se dire on va pas leur laisser la primeur de cette collecte et de cette moisson de credentials, de mots de passe, d'identifiants, mais on va aussi nous aussi le faire et puis prévenir éventuellement les potentielles victimes avant qu'elles soient touchées. Et c'est tout l'intérêt en fait du renseignement, parce qu'on en parlait, le renseignement c'est aussi une notion d'anticipation. Alors je suis pas un grand fan du Madame Irma effect, mais il y a quand même une notion d'anticipation. Aujourd'hui, ce qu'on voit sur le terrain, c'est que l'utilisation de credentials volés est un des éléments majeurs utilisés par les attaquants, parmi d'autres, mais en tout cas c'est un des éléments dans le top 3 des techniques utilisées. Et donc être capable de l'anticiper et de forcer des remises à jour de mots de passe, des resets ou de l'authentification forte ou d'autres choses, c'est un élément pour nous qui est assez important à montrer à des potentielles victimes. J'entends dire que aujourd'hui avec le MFA, Passkey, etc., les attaquants volent de plus en plus des cookies de session. Il y a eu encore un incident récent chez un gros fournisseur où l'attaquant est passé a volé en fait un cookie de session du CRM pour accéder à des données. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez de plus en plus aussi, ou est-ce que les mots de passe restent quand même la base dans les dumps Alors j'ai pas les statistiques comme ça exactes, donc je voudrais pas dire trop de bêtises, mais ça fait partie des nouvelles techniques utilisées. Maintenant, si on regarde d'un point de vue purement chiffre, si on revient sur un côté un peu mathématique pur, vol de credential, phishing, spear phishing, social engineering, c'est clairement les éléments qu'on voit le plus en post-investigation quand on revient sur les forensics. Une des grandes tendances du moment qu'on voit beaucoup, c'est l'attaque des devices périmétriques. Donc tout ce qui va être firewall, passerelle VPN, tout ce qui est exposé sur Internet et qui souvent n'est, je ne vais pas dire pas protégé parce que ça ne serait pas vrai, mais moins bien monitoré. Pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Des fois, c'est des mauvaises raisons qui sont financières, parce que c'est des éléments qui sont très verbeux, et donc de monitorer tout ce que crache un firewall ou un VPN, ça intéresse personne parce que ça coûte très cher. Et donc les attaquants l'ont bien compris, qu'il y avait un élément là qui avait de l'intérêt, qui était des éléments du réseau extrêmement exposés, qui permettent de pivoter très vite sur l'interne, et qui sont souvent moins bien protégés, moins bien monitorés. Donc ça, c'est les grandes tendances qu'on voit aujourd'hui. C'est aussi des boîtes noires, donc souvent tu ne peux pas déployer un agent ou un antivirus sur ton appliance firewall ou VPN. Exactement, nous on appelle ça, on a publié aussi un rapport ou un blog, je ne sais plus sous quel format on l'a publié, mais on appelle ça le Circumventing EDR. En fait, on a vu dans le marché récent que les EDR, donc l'agent qu'on met sur le poste de travail, se démocratise quand même de manière assez forte. Il suffit de regarder aux assises de la Sécu le nombre d'entreprises qui font de l'EDR. Et aujourd'hui, je ne connais pas un client quasiment qui n'a pas déployé un EDR. Mais comme tu le disais, sur des operating systems particuliers, c'est vrai pour des devices de périmétrie, c'est vrai pour des environnements industriels, on peut des fois ou on ne peut pas déployer d'agents. Donc on est un petit peu dans un angle mort de la sécurité, et c'est souvent des éléments réseau qui ont des droits importants et des capacités de pivot importants. Typiquement une passerelle VPN ou un firewall de périmétrie, c'est du gold ticket quand on est admin root sur ces éléments-là. Donc ça, c'est des cas qu'on voit de plus en plus. Peut-être en conclusion, comment est-ce que vous pensez que les choses vont évoluer, que ce soit du côté attaquant ou du côté de la défense ?
Je pense qu'on va sans doute voir une démocratisation de ces ingestions de threat intel, de l'utilisation, y compris sur des structures, on a parlé de maturité tout à l'heure, sur des structures un petit peu moins matures, mais qui vont comprendre l'intérêt qu'elles ont à avoir ce type de renseignements dans leur panoplie d'outils, en fait, pour la détection de la menace, pour la réponse, encore une fois, pour gagner du temps, pour être plus efficace et pour, on va dire... Pas remplacer les opérateurs, ça n'arrivera pas, mais on va dire augmenter les opérateurs et rendre leur travail plus rapide. Et côté attaquant, en fait, je dirais, j'utilise souvent cette expression très vieille France, on est dans une course à l'échalote. Donc à l'arrivée, l'attaquant, il regarde ce qui se passe, il observe quelles sont les nouvelles tendances, il essaye d'être le plus rapide possible sur les nouvelles tendances. Donc tout nouvelle tendance technologique a un angle attaquant automatiquement, donc on est toujours dans une notion de risque-bénéfice qui existe. Et puis il ne faut pas se leurrer, les attaquants regardent aussi ce qui se fait. C'est-à-dire que nous on le voit très bien, quand on publie un blog, quand on publie une information et qu'on crame, comme on dit dans le jargon un peu local, on crame du code, puisqu'en fait on expose leurs outils ou leurs architectures ou leurs infrastructures, automatiquement ils s'adaptent. Donc c'est-à-dire que l'attaquant observe aussi ce que fait la défense. Et on est dans ce jeu un peu d'échecs de qui va réagir le plus vite, qui va être le plus sioux pour essayer de passer à travers. Donc l'attaquant, je dirais que lui, il existera toujours, il évolue, à nous d'évoluer plus vite, à nous de lui mettre des bâtons dans les roues, à nous de rendre difficile et coûteux ces opérations. Plus on rend ça coûteux, moins il peut en faire. Et donc ça, c'est vraiment l'objectif. Ok. Est-ce que vous voulez apporter le mot de la fin ? Eh bien, moi, je dirais que pour le mot de la fin, la threat intel, puisque c'est le sujet du jour, c'est pas une question de est-ce que c'est utile ou pas. La réponse, elle est toute faite. On doit driver sa sécurité en se basant sur de la connaissance, sur la compréhension de son environnement d'abord et des attaquants ensuite. Donc si les gens qui nous écoutent aujourd'hui n'ont pas encore lancé de grands projets de threat intel, ou en tout cas de bien comprendre, comme le disait Thibaut tout à l'heure, ce qu'ils pourraient en faire, parce que l'outcome est vraiment important, il termine le podcast et puis il se lance dessus. Et ce n'est pas réservé qu'aux grandes sociétés ou aux sociétés les plus matures, mais voilà, on peut avoir un premier pas assez vite. Bon, eh bien Thibaut, David, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci Nicolas pour ta participation également. De rien, Johan. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.